Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. On va parler dans quelques instants avec Raymond Filion des détails qui tournent à Ottawa parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de ce voyage aller-retour de M. Trudeau en Floride à Mar-a-Lago. Écoute, on était tous surpris de voir cette photo-là qu'on a vue, en apprenant que Justin Trudeau allait souper vendredi soir à Mar-a-Lago. Et d'après ce que le Globe and Mail nous apprend ce matin, c'est que cette invitation a été faite lors de l'appel de Justin Trudeau à Donald Trump là, suite à son tweet, à son message disant qu'il allait imposer des tarifs, mais qu'ils ont gardé ça secret, ils en ont pas beaucoup parlé parce qu'il est tellement imprévisible que ça aurait pu ne pas être confirmé finalement comme un souper, puis ça aurait été un peu gênant de l'annoncer publiquement pour ensuite dire que ça allait pas avoir lieu. Il y aurait peut-être eu un danger d'un cirque aussi, là, des journalistes sur le bord de la rue, tout partout. Fait que là, quand on l'a su, la dinde était mangée, là. Elle était pas mal mangée, exactement, une fois qu'on nous a montré la photo. Parce qu'on le sait, là, Trump et Trudeau, ils ont une relation... premier mandat, ça a bien été, mais ça a fini où Donald Trump ne portait pas Justin Trudeau dans son cœur. On se rappelle, il disait qu'il était two-faced, là, qu'il avait deux visages, qu'il était hypocrite. Il avait fait une montée de lait après le G7 qui avait eu lieu à Charlevoix. Mais on voit, tu sais, c'est un bon coup politique, il faut le dire, c'est un bon coup politique pour Justin Trudeau parce que ça prouve que les relations sont établies. Sortir des sentiers battus du côté diplomatique, formel, protocolaire, où tu ne vois le nouveau président qu'une fois qu'il est investi le 20 janvier. On sort de là, on est capable de jouer le tout pour sauver les intérêts du Canada. Puis en même temps, il va là-bas et il y va pas avec sa ministre des Affaires étrangères, il y va pas avec François-Philippe Champagne, il va avec son ministre de la Sécurité publique et sa chef de cabinet. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on ne veut pas lancer le message qu'il y a de la friction d'un point de vue diplomatique, ou plutôt, on va aller discuter de ce qui fait pas ton affaire, là. T'es inquiet pour les frontières? Parlons-en des frontières. Alors, d'après ce que le Globe and Mail nous apprend ce matin, c'est que la discussion, c'était de remettre en contexte que le Canada puis la frontière canadienne, ce n'est pas le Mexique. Puis le fentanyl qui provient du Canada, c'est pas le fentanyl qui provient du Mexique. Puis à ce qui paraît, Donald Trump aime beaucoup l'idée des hélicoptères pour patrouiller cette frontière-là. On voit que ça a dérangé Pierre Poilievre. Dominique Leblanc, dans tout ça, devient un personnage clé. La semaine passée, ils font une rencontre téléphonique, parler de la frontière après l'attaque de Trump. François Legault sort, frustré, le mot serait trop fort, mais déçu ou ennuyé. Le lendemain, on a l'impression que l'intervention de Dominique Leblanc, qui va faire quelque chose à la frontière, rassure François Legault, change de discours. Là, M. Trudeau se présente à Mar-a-Lago, rencontre hyper critique avec le président Trump. Tu viens de nous le souligner. Qui amène avec lui Dominique Leblanc? C'est comme si ce personnage-là, tout à coup, qui est un homme de confiance, quand même un ami personnel de M. Trudeau, mais qui est quand même un ministre efficace, qui a l'air à son affaire. On dirait que tout à coup, il prend énormément de galons, énormément d'importance, là. On dirait qu'il est capable d'avoir la discussion nécessaire avec les premiers ministres des différentes provinces. En même temps, il a sous sa responsabilité la gestion des frontières, ce qui le remonte dans la liste des priorités. En fait, Dominique Leblanc devient le vrai vice-premier ministre dans ces temps de tension actuellement. Mais c'est tellement un bon coup politiquement pour Justin Trudeau que ça a poussé Pierre Poilievre à sortir dimanche là pour... Ouais. Je suis pas sûre à quel point cette sortie était bien avisée là, de la part de Pierre Poilievre. Ça se peut-tu qu'il a été aussi déculotté que nous autres, même plus que Pierre Poilievre, quand il a vu la photo de Trudeau avec Trump, il s'est dit « Oh! » Visiblement, en fait, si vous voulez savoir à quel point c'était un bon coup politique pour Justin Trudeau, regardez l'annonce de dimanche de Pierre Poilievre. C'est inversement proportionnel parce que alors que le Canada essaie de diminuer puis d'affaiblir cet argument-là, comme quoi la frontière canadienne est une menace pour les Américains, tant sur le plan des immigrants, des demandeurs d'asile, des immigrants illégaux, que sur le plan de la gestion de la drogue. On voit Pierre Poilievre sortir dimanche puis dire « Mon Dieu, vous avez aucune idée, il faut fix the border », puis finalement rajoute un peu d'hélium là à cet argument-là
tente collectivement de diminuer, c'est pas le moment de faire de la partisanerie. Pierre Poilievre devrait comprendre que c'est le moment de démontrer que tout le monde est sur la même stratégie, tout le monde doit sauver l'économie canadienne. Puisque tu parles de Pierre Poilievre, les conservateurs qui tout à coup sont aussi visés dans l'histoire d'ingérence indienne, là, il y en aurait eu dans la course à la direction du Parti conservateur. C'est ce qu'apprend Radio-Canada ce matin, c'est qu'il y aurait eu une ingérence directe des agents consulaires indiens durant la course au leadership conservatrice qui a fait Pierre Poilievre gagnant largement à 68%. Parce que il voulait mettre du plomb dans l'aile de Patrick Brown, le maire de Brampton, qui avait finalement quitté la course. Il est très proche de la communauté sikh et les agents consulaires hindous ont tout fait pour plomber sa campagne. Ça a été des invités à des événements de la communauté indienne. Ça a été de faire pression sur des députés qui l'appuyaient pour retirer leur appui, sur des organisateurs pour ne pas qu'ils vendent des cartes de membres. On avait même vu, on se rappelle, la coprésidente de la campagne de Monsieur Brown, là, Michelle Rempel-Garner, qui aurait directement subi des pressions de la part de ses agents consulaires. Elle en aurait même parlé durant une réunion de l'organisation de la campagne de Monsieur Brown. Aujourd'hui, elle nie catégoriquement. Le problème, c'est qu'elle s'était retirée comme coprésidente de la campagne de M. Brown, laissant entendre qu'elle voulait succéder à Jason Kenney au Parti conservateur de l'Alberta, chose qu'elle n'a finalement jamais fait. Mais ça repose la question sur Pierre Poilievre et le fait qu'il refuse d'aller chercher sa cote de sécurité pour avoir l'ensemble de l'information. Les briefings complets, là, c'est ça. Hein? Mais là, ça touche directement son parti. Ça commence à être compliqué de dire « je veux rien savoir ». Ben non, c'est du monde qui siège avec toi. Il faut que tu ailles savoir. Faut que tu ailles t'informer. Ouais. Une moins bonne fin de semaine pour M. Poilievre après une année de succès. Yasmine, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.